Gadel, 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, l'échec des pourparlers d'Islamabad marque une rupture diplomatique majeure, transformant une trêve précaire en une impasse stratégique. Les négociations d'Islamabad ont échoué après le rejet par l'Iran de l'offre finale américaine qui consiste en l'abandon par Téhéran de son programme nucléaire. Le Pakistan appelle à la désescalade. À l'issue de l'échec des pourparlers d'Islamabad, Téhéran a fustigé l'incapacité de Washington à instaurer la confiance. Donald Trump, lui, a ordonné le blocus du détroit d'Ormuz. Et puis une nouvelle série de raids sionistes à travers le Liban a fait au moins 15 martyrs ce dimanche. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Et enfin, le pape Léon XIV effectue à partir de demain une visite apostolique en Algérie, placée sous le signe de la paix et de l'héritage de Saint-Augustin. Ce voyage historique vise à renforcer le dialogue interreligieux et la fraternité entre les peuples de la région. Bonsoir à toutes et à tous. L'Iran et les États-Unis ne sont finalement pas arrivés à un accord lors des discussions de samedi sous la médiation pakistanaise. L'échec des négociations entre Téhéran et Washington s'explique par un fossé de méfiance historique. Téhéran revendique son droit à la souveraineté technologique et exige la levée totale des sanctions étouffantes. Washington, pour sa part, tente d'imposer des restrictions strictes sur le programme nucléaire iranien. Pour beaucoup, la résistance iranienne face aux pressions occidentales symbolise une lutte pour la dignité nationale. Finalement, l'absence de garanties mutuelles solides empêche toute percée concrète vers une paix durable. Et après 21 heures de négociations, toujours pas d'accord de paix. Le vice-président américain J.D. Vance imputait cet échec au refus de Téhéran de renoncer au programme nucléaire. Malgré cet échec, de son côté, le porte-parole iranien Ismail Baqai affirme que la diplomatie se poursuivra pour préserver les intérêts nationaux. Les deux antagonistes se renvoient la responsabilité de l'impasse. Nous sommes parvenus à des accords sur un certain nombre de points, c'est la réalité. Cependant, concernant 2 ou 3 points importants, nos points de vue étaient divergents et n'ont finalement pas abouti à un accord. C'est le dernier état des lieux que je peux vous annoncer. La diplomatie ne s'arrête jamais. Elle est toujours un outil pour garantir et préserver les intérêts nationaux et les diplomates doivent faire leur devoir en toutes circonstances, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix. Téhéran souligne par ailleurs l'impossibilité de conclure un accord immédiat en raison d'un climat de suspicion extrême suite à une double agression militaire américano-sioniste contre l'Iran. Ce cycle de négociations s'est tenu après une quarantaine de jours de guerre imposée et quelques jours après le cessez-le-feu dans un climat non pas de méfiance mais de suspicion et de malveillance. Quoi qu'il en soit, la partie américaine a commis une transgression militaire contre la République islamique d'Iran, de concert avec le régime sioniste pour la 2e fois en 9 mois. Par conséquent, il était évident dès le départ que l'on ne pouvait espérer parvenir à un accord en une seule séance. Je ne pense pas que quiconque nourrissait une telle attente malgré le fait que j'ai affirmé que cette réunion était la plus longue de l'année écoulée. Pour Ismail Baqai, l'Iran lie la réouverture du détroit d'Ormuz et la sécurité du Golfe aux négociations. Téhéran utilise ces enjeux stratégiques comme levier pour défendre ses intérêts nationaux et obtenir des garanties de sécurité. De nouveaux sujets ont été ajoutés à l'ordre du jour des négociations, tels que le détroit d'Ormuz et la région du Golfe. Chacun d'eux présente ses propres conditions, caractéristiques et impératifs. Mais je pense qu'en tout état de cause, nous devons, en tant que diplomates et en tant qu'appareil diplomatique, continuer à défendre nos intérêts nationaux en toutes circonstances, en utilisant tous les moyens à notre disposition pour garantir la sécurité, les droits et les intérêts du peuple iranien.
Pour sa part, le vice-président américain J.D. Vance a annoncé le départ de la délégation américaine d'Islamabad ce dimanche après 21 heures de négociations infructueuses avec l'Iran. Washington déplore le refus de Téhéran de souscrire aux exigences liées au programme nucléaire fixé comme ligne rouge par l'administration américaine. Malgré le caractère historique de ce premier dialogue direct depuis 1979, l'absence de consensus maintient le statu quo diplomatique. J.D. Vance a souligné que cet échec impacterait plus lourdement la partie iranienne que les intérêts américains. Nous n'avons tout simplement pas réussi à obtenir que les Iraniens acceptent nos conditions. Je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de flexibilité et de bonne volonté. Le président nous a dit « Vous devez venir ici de bonne foi et faire tout votre possible pour parvenir à un accord ». C'est ce que nous avons fait et malheureusement, nous n'avons pas réussi à progresser. En parallèle, le Pakistan a exhorté les États-Unis et l'Iran à maintenir leur cessez-le-feu suite à l'échec des négociations. Le médiateur pakistanais Ishaq Dar tente de stabiliser cette très fragile pour éviter une reprise des hostilités. Cette guerre, qui dure depuis 7 semaines, continue de peser lourdement sur la sécurité et l'économie mondiale. Nous espérons que les deux parties poursuivront leurs efforts dans un esprit constructif afin de parvenir à une paix et une prospérité durable pour l'ensemble de la région et au-delà. Il est impératif qu'elles continuent de respecter leur engagement en faveur du cessez-le-feu. Le Pakistan a joué et continuera de jouer son rôle pour faciliter le dialogue et les échanges entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique dans les jours à venir. L'échec de ce marathon diplomatique entre l'Iran et les États-Unis vient fragiliser un cessez-le-feu déjà précaire. Mohamed Baqir Ghalibaf, membre de la délégation iranienne, déplore l'incapacité de Washington à restaurer la confiance malgré des propositions tournées vers l'avenir. Alors que les deux parties se rejettent la responsabilité de l'impasse, le conflit qui a duré 6 semaines avant la proclamation d'un cessez-le-feu continue de peser lourdement sur les marchés pétroliers mondiaux et le bilan humain. Le président américain Donald Trump a par ailleurs ordonné un blocus naval du détroit d'Ormuz pour intercepter les navires et neutraliser les taxes iraniennes selon lui. L'action marque une intensification directe des opérations militaires américaines dans la région. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump annonce qu'il a donné instruction à la marine américaine de rechercher et d'intercepter tout navire se trouvant dans les eaux internationales et ayant payé un péage à l'Iran. Car selon lui, nul ne pourra, je cite, naviguer en toute sécurité en haute mer s'il paie un péage illégal. Pendant ce temps, la population iranienne, elle, se dit favorable aux négociations et impute la responsabilité de l'échec des pourparlers de paix aux États-Unis. Les détails, Souhila Kilal. Des négociations dans l'impasse et une population déçue mais téméraire. Après un marathon qui aura duré 21 heures à Islamabad, les pourparlers de paix qui ont tenu en haleine le monde et l'Iran en particulier se sont soldés par un échec faute de consensus. Échec que les Iraniens incombent aux États-Unis, à leur ingérence et à leurs exigences jugées inappropriées et excessives, notamment concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz. L'ingérence américaine est la raison de l'échec des négociations. Vous voulez accéder au détroit d'Ormuz et contrôler le trafic. Nous pouvons très bien nous en occuper nous-mêmes. Les exigences des États-Unis sont inappropriées. Nous devrions absolument pouvoir faire valoir certains de nos droits. Malgré cette incommensurable désillusion et la crainte d'un retour à la case départ, c'est-à-dire le retour des bombardements, les Iraniens privilégient la voie diplomatique et le dialogue, tout en se tenant prêts à faire respecter et à défendre leurs intérêts. Nous devons toujours nous méfier d'une éventuelle attaque et rester vigilants. Si l'ennemi tente une nouvelle attaque, il sera vaincu à nouveau. Nous sommes une nation de dialogue et de négociation, pourvu que nos intérêts soient respectés. Alors que la population iranienne craint que l'échec des négociations irano-américaines ne mette en péril un cessez-le-feu fragile, les deux camps se rejettent la responsabilité de ce flop diplomatique. En attendant la suite des événements, les Iraniens espèrent un accord pérenne et la fin définitive des hostilités qui ont fait en 40 jours des milliers de morts et conduit à une flambée des prix du pétrole à l'international.
Et selon le chef des services d'urgence iranien Jafar Miedfar, les opérations militaires américano-sionistes ont causé un bilan civil lourd, incluant plus de 2100 mineurs et 5000 femmes victimes. Les infrastructures médicales sont durement touchées, elles aussi, avec la destruction de 57 infrastructures et 47 ambulances, notamment dans les provinces stratégiques. Les villes ayant enregistré le plus grand nombre de victimes sont Téhéran, le Khouzestan, le Lorezstan, Ispahan, Kermanshah et Ilam. Concernant le nombre de martyrs, le drame le plus tragique s'est produit à l'école de Minab, où l'on dénombre de 121 victimes de moins de 18 ans. Au total, le nombre de martyrs de l'école de Minab a augmenté de 168, dont 18 enfants de moins de 5 ans. Par ailleurs, le nombre de femmes martyrs à Minab s'élève désormais à 258. Direction le Liban, ce dimanche, d'intenses bombardements sionistes à travers le pays ont fait au moins 15 martyrs et de nombreux blessés. Selon l'Agence nationale d'information, le district de Taïr et la localité de Cana ont été les plus touchés, avec 13 victimes au total. La région de la Beka a également été ciblée, notamment à Mashrara, aggravant un bilan humain déjà lourd. Ces frappes systématiques sur des zones résidentielles accentuent la crise humanitaire dans le pays. Une frappe aérienne sioniste a ciblé une habitation à Maraoub, au sud du Liban, faisant 6 morts et un blessé grave parmi les 7 occupants. Cette attaque survient malgré l'accord de cessez-le-feu instauré fin novembre 2024, qui, je le rappelle, dont les clauses de retrait n'ont jamais été respectées par l'occupant sioniste. Les autorités libanaises dénoncent le maintien de 5 avant-postes militaires de l'occupation sur leur territoire. Depuis le début de l'agression en mars, le bilan humain s'élève à au moins 2020 décès et 6436 blessés, selon le ministère de la Santé. À Beyrouth, où des centaines de familles ont fui l'escalade au sud du Liban, l'espoir reste limité. Les annonces de désescalade peinent à convaincre une population qui redoute encore de nouvelles pertes. Maria Chouilleur. Sous cette tente, ce père de famille regarde défiler sa vie. Une cigarette à la main, un café versé dans un gobelet en plastique. Il s'accroche aux souvenirs, car pour lui, le futur reste incertain. Alors que des discussions autour d'une éventuelle trêve émergente sont alimentées, ici à Beyrouth, le scepticisme domine. Il y a environ 10% d'espoir que les négociations aboutissent, seulement 10%, car entre autres les États-Unis et Israël sont des trompeurs. Ils peuvent négocier sur un point, puis les négociations changent de sujet. Par exemple, ils ont négocié, un cessez-le-feu a été conclu et le Liban devrait en faire partie. En un instant, la situation a changé et ils ont retiré le Liban de l'accord de cessez-le-feu. Si Dieu le veut, les négociations aboutiront, soulageant ainsi la population et nous évitons de perdre d'autres jeunes hommes, car pour chaque jeune homme qui meurt, nos cœurs brûlent et nos yeux pleurent, même si nous ne les connaissons pas. Sur ces espaces autrefois réservés aux piétons, des tentes de Libanais déplacés du sud ont pris place, transformant la ville en refuge improvisé. De l'autre côté de la rue, sur sa moto, ce père de famille avec ses 2 filles serrés contre lui repasse devant ce qui était autrefois leur maison. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Et dans tout ça, la peur de nouvelles pertes humaines ne les quitte pas. Votre ennemi n'est pas quelqu'un dont vous pouvez espérer la sécurité. Il ne vous la garantira pas. Comme vous pouvez le constater, la destruction ici est survenue sans aucun avertissement. Des enfants et des femmes ont été touchés. Que puis-je vous dire de plus? C'est injuste, profondément injuste. Le Liban ne mérite pas cela. Dans une capitale déjà marquée par les crises, le retour à la normale semble encore hors de portée. Malgré les annonces de trêve, pour beaucoup, la paix reste une promesse douteuse. Et puis ce dimanche, les autorités sanitaires palestiniennes ont actualisé le bilan du génocide sioniste dans la bande de Gaza, faisant état de 72 329 martyrs et 172 192 blessés depuis le 7 octobre 2023. Depuis le cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté par l'occupation sioniste entrée en vigueur le 11 octobre dernier, plus de 750 civils palestiniens ont été assassinés et 2090 autres ont été blessés.
Le départ de la flottille Global Soumoud, initialement prévu ce dimanche depuis Barcelone vers Raza, est reporté en raison de conditions météorologiques défavorables. Cette initiative visant à briser le blocus de l'enclave palestinienne se replie temporairement vers un port voisin dans la continuité de l'action d'octobre 2025. Les organisateurs confirment la mobilisation des équipages pour un départ imminent dès l'accalmie. Lors de la mission précédente, 42 bateaux s'étaient approchés de Raza et avaient été interceptés avec 462 personnes à bord. Cette fois-ci, nous avons plus de 70 bateaux, dont 39 partent d'ici de Barcelone. Nous mobilisons d'autres bateaux en cours de route afin de les préparer au départ. En fait, nous acheminons actuellement plus de bateaux que tous ceux qui ont tenté jusqu'à présent de traverser la Méditerranée pour briser le blocus illégal de Raza. Dans l'actualité également aujourd'hui, la visite du pape Léon XIV en Algérie, qui constitue, selon le président du Haut Conseil islamique, une halte stratégique dédiée à la paix et à la coexistence. Ce jalon diplomatique fondé sur le soft power réaffirme le rôle de l'Algérie comme pont civilisationnel en invoquant l'héritage de Saint-Augustin et l'érige ce dialogue interreligieux en un modèle de sagesse et de dignité humaine. Madame Zenzitouni. La visite historique du souverain pontife Léon XIV en Algérie s'annonce comme une halte exceptionnelle, marquant une volonté commune d'ancrer durablement les valeurs de paix et de coexistence au cœur de la Méditerranée. Premier pape à fouler le sol algérien, Léon XIV, digne héritier spirituel de Saint-Augustin, transforme ce voyage en un pont symbolique entre les cultures et les confessions. De la majestueuse grande mosquée d'Alger aux basiliques séculaires d'Hipone, ce périple ne se limite pas à un protocole diplomatique. Il incarne une véritable fraternité humaine en marche, faisant de l'Algérie le point de départ d'un message d'espoir universel et un carrefour incontournable du dialogue interreligieux mondial. Le slogan de la visite « Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous » évoque une philosophie profonde du concept de paix, devenu désormais une nécessité civilisationnelle pour préserver l'existence des nations et protéger les valeurs du bien et de la coopération, selon le président du Haut Conseil islamique, qui voit également dans cette visite de profondes dimensions humaines, historiques et spirituelles, de par son lien avec l'héritage de Saint-Augustin qui a grandi sur cette terre pure et qui représente l'un des piliers de la pensée humaine. Le pape Léon XIV se rend sur les traces de Saint-Augustin, figure centrale du christianisme né en Algérie, là où beaucoup de sites témoignent de son vécu sur cette terre. Il y a les sites liés à son enfance, à sa jeunesse, sa ville natale, actuelle Soukaras, où il ne reste rien si ce n'est un olivier que la population vénère. Mador, où il a été à l'école. Ensuite, un moment de présence en Italie, un moment de conversion, un moment de sa carrière, et le retour en Algérie. Et là, c'est essentiellement Hipone, Annaba, la ville dont il a été l'évêque pendant des années. Pour retrouver les sites, les lieux où il a marché, on trouve ça tout de même à Hipone, à Annaba. On a conservé les voies romaines, les voies de cette ville avec un système d'évacuation d'eau. On a retrouvé des églises, on a retrouvé passablement de vestiges. Et donc, quand le pape Léon parcourra ce site à Annaba, du haut de la colline où se trouve la basilique, il verra des pierres, il verra des lieux qu'Augustin a connus. Une démarche hautement symbolique dans un pays où l'islam est la religion d'État. Cette visite souligne le vivre ensemble, l'ouverture et le dialogue. Un moment pour redonner de la profondeur à l'histoire commune, construire des ponts entre les religions et répandre la paix. Je suis certain que le pape Léon se fera le continuateur de Saint-Augustin. C'est le successeur de Pierre, c'est aussi le successeur de Saint-Augustin. Et l'Algérie pourra entendre et en même temps servir de caisse de résonance pour un message qui inclut notamment cette question de la paix. Un pèlerinage de paix qui met en lumière le dialogue islamo-chrétien sur les terres de Saint-Augustin à Annaba. Une visite d'État conçue pour renforcer les liens interreligieux qui représentent une nécessité existentielle pour l'Algérie.
Et à moins de 24 heures de la visite du pape Léon XIV en Algérie, les Algériens expriment un profond optimisme. Cette visite, perçue comme un puissant message de paix, vient saluer les efforts constants de l'Algérie en faveur de la tolérance et de la coexistence religieuse. Ce voyage apostolique de 3 jours revêt une dimension historique. Le programme du souverain pontife prévoit une rencontre fraternelle avec la communauté chrétienne locale ainsi que des échanges de haut niveau avec les autorités religieuses musulmanes du pays. Ces discussions visent à consolider les ponts du dialogue interreligieux et à promouvoir une culture de la fraternité humaine. La visite du pape Léon XIV a pour but de promouvoir la tolérance entre les religions et les pays afin qu'il n'y ait plus de haine. Cette visite montre au monde entier qu'il n'y a aucun problème avec les minorités religieuses qui vivent ici. La visite du pape Léon XIV revêt une dimension politique et religieuse. La plus importante est la dimension spirituelle. Sa visite en Algérie adresse au monde un message. Les religions du monde entier doivent coexister pacifiquement, sans colère, sans extrémisme et sans fanatisme. L'Algérie envoie également un message au monde entier. Elle est un pays de paix et de liberté religieuse. Cette visite nous apportera un soutien précieux aux efforts déployés par l'Algérie en matière de coexistence et de tolérance interreligieuse, ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant dans ce pays, car malgré les nombreuses révolutions qu'a connues l'Algérie, chrétiens et autres religions y ont toujours vécu en paix et en sécurité. Et lors de la célébration du dimanche de Pâques sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape Léon XIV a présidé sa première messe de Pâques devant des milliers de fidèles. Au cours de son message, il s'est positionné comme un critique ferme de la guerre en Iran, exhortant les dirigeants mondiaux à mettre fin aux conflits internationaux, notamment à Gaza, au Soudan et en Ukraine. Ce discours a été perçu comme particulièrement opportun par les pèlerins dans un contexte d'instabilité globale. À l'occasion du 50e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, le mouvement des jeunes communistes de France a officiellement appelé à la reconnaissance de la souveraineté du Sahara occidental. Dans un communiqué publié samedi soir par sa fédération du Val-de-Marne, la principale organisation de jeunesse politique en France a réitéré son engagement envers la cause sahraoui, dénonçant ce qu'elle qualifie d'occupation marocaine. Le mouvement exige la libération immédiate des prisonniers du Front Polisario ainsi que de l'ensemble des détenus politiques sahraouis actuellement incarcérés par les autorités marocaines. Nous appelons la France à reconnaître la République arabe sahraoui démocratique, conformément aux droits des peuples. Nous exigeons la libération des prisonniers politiques sahraouis et des combattants du Front Polisario détenus. La jeunesse communiste du Val-de-Marne s'engage à intensifier la solidarité internationale par des actions concrètes. Cet engagement passera par le développement de jumelages et d'échanges pérennes entre nos communes et les territoires sahraouis. Ce dimanche 12 avril, le Bénin a ouvert ses bureaux de vote pour une élection présidentielle sous haute surveillance. À Ouidah, le scrutin a débuté dans le calme, opposant le dauphin désigné Romuald Wadagni à l'opposant Paul Unkpe. Ce vote intervient dans un climat de tensions politiques persistantes et de menaces sécuritaires accrues dans le nord du pays. Si le gouvernement vante ses performances économiques, les électeurs expriment des attentes urgentes face à la cherté de la vie et au chômage. La vie coûte excessivement cher. Les bonnes dames ne vendent pas au marché et par conséquent, ça a une conséquence directe sur la maison, les enfants, l'homme aussi, le foyer, l'homme, le responsable du foyer aussi. Ça ne va pas. Donc le prochain président qui soit à l'écoute effectivement du peuple et qu'on diminue un peu les charges de l'attribution des places au marché. En général, c'est ça. Si on peut régler un peu ça là, on va vivre mieux et aisément.
Réélu dès le premier tour du scrutin de mars dernier, le président congolais Denis Sassou Nguesso prêtera officiellement serment ce jeudi 16 avril au stade de la Concorde de Kintélé. À cette occasion, le chef de l'État prononcera un discours d'orientation détaillant les axes prioritaires de son projet de société intitulé Accélération de la marche vers le développement. Ce programme stratégique servira de feuille de route pour transformer l'économie nationale au cours des 5 prochaines années. Zoom à présent sur le conflit russo-ukrainien. Les autorités russes de la région de Belgorod ont dénoncé la découverte des corps de 2 personnes à l'intérieur de leur domicile dans la ville de Chebekino suite à des bombardements ukrainiens survenus hier samedi. Le gouverneur de la région a précisé dans une publication sur Telegram que les frappes ukrainiennes de samedi ont coûté la vie à 2 civils. Il reste cependant à déterminer si l'attaque a eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la trêve. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'avoir violé des centaines de fois la trêve de 32 heures instaurée pour la Pâque orthodoxe. Kiev dit recenser plus de 2000 attaques russes, tandis que Moscou dénonce près de 2000 tirs ukrainiens. Le Kremlin a d'ores et déjà exclu toute prolongation du cessez-le-feu au-delà de minuit ce dimanche. Moscou exige en effet que l'Ukraine accepte ses conditions et ses objectifs militaires pour envisager un arrêt des hostilités. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.